Salut, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ma petite histoire aux USA, en Californie, comme vous pouvez voir le t-shirt. Donc moi je suis de la promo Etna 2017, mars 2017. Et donc voilà, je m'appelle Jean-Baptiste. Donc je suis arrivé directement dans un petit bled, vraiment un petit bled. Là où vous voyez le point rouge, donc ça s'appelle Santa Barbara. C'est une petite ville de riches, il y a quelques stars de cinéma, voilà, c'est sympathique, et 2-3 grosses boîtes d'informatique. Donc j'ai pas choisi ça parce que je voulais. Bon, j'avais ma copine, voilà, on a dû se marier pour aller là-bas. Par rapport au papier, hein, il faut être marié, sinon vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et du coup, voilà, c'est à 2 heures de LA, voilà, au sud, 2 heures de LA en voiture et 6-7 heures de San Francisco. Donc à la base, moi je me suis dit plutôt la Silicon Valley, mais bon, voilà, on a atterri là-bas. Et du coup, ce qui va sûrement vous intéresser le plus, c'est comment on fait pour trouver un travail là-bas. Donc ici en France, moi j'avais l'habitude de toujours poster sur postuler en ligne, quoi. Voilà, ça marchait plutôt bien, j'avais pas mal de réponses en faisant des candidatures assez sérieuses, quoi. On passait, je sais pas, quelques heures pour une entreprise, rechercher la lettre de motivation, tout ça, quoi. Vous connaissez comment ça marche. Et donc aux États-Unis, je me suis heurté à un choc. Donc là-bas, il y a beaucoup de boîtes qui utilisent des logiciels qui font le tri de CV automatiquement. Et du coup, 95% des candidatures sont mises à la poubelle sans que personne les voie. Donc ça, c'est une astuce pour vous. Donc pour parer à ça, ce qu'il faut faire, du coup, c'est donc trouver des gens sur LinkedIn, dans une boîte qui vous intéresse ou dans une équipe qui vous intéresse, les contacter, leur poser des questions, voilà, et ensuite demander s'il n'y a pas un poste dans leur équipe même. Ça, c'est la solution la plus rapide pour trouver un job aux États-Unis. Ensuite, la seconde, c'est vous pouvez prévoir un voyage, partir sur place, planifier en avance vos interviews et ensuite essayer de décrocher un job aussi sur place. Il y a aussi des forums et des événements professionnels style Meetup. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment le contact qui va vraiment jouer. Sur Internet, c'est très très dur. J'ai fait des statistiques, donc on a moins de 10% de chance d'avoir une réponse. C'est même pas un entretien, c'est une réponse. 10% de chance. Donc ça fait mal, surtout quand on passe plusieurs heures sur chaque candidature. Donc on va enchaîner sur les types de visas, parce que qui dit travail dit visa pour aller dans un autre pays. Du coup. Donc le premier, le H-1B, c'est le plus connu, on va dire. C'est le visa de travail. Okay. Donc aujourd'hui, avec l'administration américaine et Monsieur Trump, ça devient très 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 dur. Donc vous avez environ une chance sur 6 de décrocher ce visa une fois que une entreprise a décidé de vous prendre et vous sponsoriser. Donc c'est vraiment dur. J'ai essayé de faire ça, pas de chance. Donc ensuite, le suivant, le J1, ça c'est pour ceux qui sont étudiants, par exemple en post-doctorat, et les chercheurs. Donc si vous continuez vos études et qu'ensuite vous intégrez, je ne sais pas moi, une université, vous pouvez avoir ce type de visa qui est valide jusqu'à 5 ans. Et ensuite, vous pourrez changer pour un autre type si vous souhaitez rester là-bas. Le F1, ça c'est plus étudiant. Voilà, étudiant. Et il y en a un dernier que je n'ai pas listé. Je pense que c'est le plus facile pour immigrer aux États-Unis actuellement, c'est le L1. Ça, c'est un transfert d'entreprise. Donc, si vous trouvez une grande boîte en France ou en Europe, peu importe, donc vous allez avoir de beaucoup plus grandes chances d'ensuite, je ne sais pas, après un an, de demander un transfert aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus simple aujourd'hui. Et la dernière, je pense qu'elle est assez connue, la Green Card. Donc Green Card, c'est la carte de résidence. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez rester indéfiniment, quoi. Vous avez gagné le jackpot, grosso modo, en termes de papier. Donc pour tous ces visas, bien sûr, faut qu'une entreprise ou une université vous sponsorise, ou bien à moins que vous ayez de la famille sur place directement. Donc il y a les deux choix, famille ou professionnel. Et donc vous faites sponsoriser. Donc moi ma femme est étudiante en postdoc, donc elle a eu un J1, truc d'étudiant. On s'est mariés.
on est allé là-bas. Et du coup, ensuite, moi, j'ai trouvé mon job sur place. Et comme je vous ai dit un peu juste avant, donc en ligne, ça marchait absolument pas du tout. Donc je suis allé sur place et j'ai trouvé ma boîte par chance, genre à 5 minutes de là où on habite. Donc gros coup de bol. Alors les gens là-bas, qui est déjà parti là-bas? Quelques-uns. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais quand on est là-bas après plusieurs années, on sent qu'en fait, donc quand on arrive, c'est cool. Ici à Paris, les gens ils sont là, ils font la gueule comme ça. Ouais, c'est chiant, machin. Alors quand on arrive là-bas, ils sont ah comment ça va, machin, machin. Alors première fois, on se dit bon ok, c'est juste un mec sympa. Mais non, en fait, tout le monde est comme ça. Donc moi j'étais là, c'est louche quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ils vont me jouer un tour. Mais non, en fait, ils sont tous comme ça. Tous les gens sont très très abordables en fait, très abordables, très sympas. En Californie, tout du moins. Mais ensuite, c'est un peu plus dur si vous voulez faire de vrais amis, en fait. Par exemple, on invite les gens, tout ça, mais ça répond pas forcément. Ils sont toujours contents de vous voir, mais voilà, c'est un peu bizarre, c'est comme ça. C'est les normes sociales de là-bas. Si vous faites la gueule là-bas, vous êtes mal vu. Il faut toujours être heureux, tout est positif. Et donc, en continuant par rapport à ça, donc la culture, donc là-bas, c'est vraiment... Il faut être positif, on ne parle pas de problème, on ne dit pas ouais, on a un problème dans le code, c'est la merde, la prod va sauter. Non, on dit on peut améliorer les choses. Si vous amenez un problème, vous êtes ultra mal vu. Et ça se comprend aussi au fur et à mesure, en fait. C'est quelque chose où voilà, faut pas être juste dans la technique, il faut aussi observer les gens et voir comment ils réagissent. Donc c'est vraiment... faut vraiment être fin communicateur, un peu comme un politicien, on va dire. Faut faire attention. Pour le reste de la culture, je ne sais pas si vous savez, donc le burger, les frites, tout ça. En Californie, il y a en plus toute la culture latino, donc beaucoup de bouffe mexicaine, hein, tacos, fajitas et j'en passe. Donc voilà, si vous êtes amateur, il y a de la très bonne bouffe mexicaine là-bas. Par contre, tout ce qui est bouffe française, quand ça va vous manquer, parce que ça peut vous manquer, comme ça m'est arrivé, genre, je sais pas, après plusieurs mois, je suis là... Il me faut du fromage, du vrai fromage, parce que là-bas, il n'y a pas du vrai fromage français. Donc, il y a du fromage à burger là-bas. C'est assez simple. En fait, ils pasteurisent tout leur laitage. Du coup, il n'y a pas les fromages crémeux. Voilà, amateur de fromage. Et puis, voilà, tout ce qui est français de base ou importé de France coûte une fortune. Genre, ici, un croissant, c'est 1 euro, 1,10 €. Là-bas, c'est 4 $. C'est pas la même. Donc pour le coût de la vie, c'est un peu comme à Paris. J'ai un 60 mètres carrés à peu près. Ça me coûte 1600 $ par mois. C'est assez cher comme ville. La nourriture, c'est à peu près 2 fois plus cher qu'en France. Aussi bien au supermarché qu'en resto. Donc en même temps, les salaires sont en moyenne 2 à 3 fois plus élevés, donc il ne faut pas vous faire du souci. Au final, je dirais que la différence du coût de la vie entre ici et là-bas, on y gagne un peu quand même. On y gagne, je pense, au moins 1,5 fois à 2 fois par rapport en France. Et puis pour tout ce qui est PC, laptop et autres, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, grand écran géant partout, voilà, super. Donc voilà, c'était le tour plus ou moins rapide en fait de commencer la vie là-bas. À part ça, voilà, soleil, lunettes tous les jours, même en hiver il fait 20-25 degrés. Et donc voilà, ça conclut ma courte présentation. Donc on va passer aux questions maintenant. Et puis je vous laisse mon LinkedIn pour me contacter sur l'écran. Du coup, je vais tout de suite commencer moi des questions parce que du coup, alors, je vous remercie pour ce partage, mais du coup, ce qui va aussi nous intéresser, c'est vraiment votre parcours professionnel. Parce que du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis pas sûre du coup oui. qu'ils l'aient tous en tête. Et du alors coup, oui, j'ai sauté ça exprès pour le laisser en dernier, oui. D'accord. Du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu pour les étudiants d'où vous venez, ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quelle est la différence entre un développeur en France et un développeur aux États-Unis. Ok. Alors, mon parcours, j'ai rejoint l'ETNA en ETNA 3 directement.
Donc j'ai fait 3 ans ici. Et ensuite, j'avais déjà comme projet d'aller directement en Californie. Donc j'ai demandé à ma femme, enfin ma copine à l'époque, de chercher aussi un taf là-bas. Donc pour elle, c'était un peu plus complexe vu qu'elle est chercheuse. Hein. Donc je lui ai dit chercher en Californie. Puis on a eu cette opportunité dans cette petite ville. Hein. Et niveau professionnel, donc là-bas, je suis dans une boîte qui s'appelle LogMeIn. C'est pas super connu. C'est à peu près 3000 personnes à travers le monde. Et moi, je suis développeur JavaScript dans une équipe qui s'occupe d'une librairie pour tout ce qui est communication WebRTC. Donc c'est les communications peer-to-peer entre les navigateurs web. Et cette librairie, en fait, elle est utilisée dans la majorité de nos produits web. Donc les plus connus, c'est un peu genre Skype. Il y a notre produit phare s'appelle GoToMeeting. C'est pour les pros, pour les entreprises. Il y a plein d'autres produits GoTo de la même marque. Et sinon, il y a un autre truc qui est assez connu, ça s'appelle LastPass, le gestionnaire de mots de passe. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Hein. Donc voilà ce que je fais là-bas. Donc c'est une équipe qui fait une librairie. On utilise du TypeScript, on utilise WebRTC. C'est un projet immense. Quand je suis arrivé, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Je pensais assurer, mais non, en fait, ça m'a pris du temps. Même toujours aujourd'hui, je demande à mon lead technique de l'aide. Et voilà pour mon parcours professionnel. Voilà. Vous avez des questions avant que je continue les miennes? La fiscalité, ça donne quoi là-bas? Je crois que le micro marche pas très bien. Alors, la fiscalité là-bas, la fiscalité, c'est plus ou moins comme en France. Donc, avec un salaire d'ingénieur moyen là-bas, disons 100 000 $ et plus, on paye à peu près 30-40% d'impôts. Ensuite, je pense à d'autres choses aussi que je n'ai pas mentionnées. Voilà, c'est tout ce qui est assurance médicale, tout ça, mutuelle. Donc là-bas, l'assurance, vous l'avez avec le travail. Donc le travail aussi, on peut le perdre n'importe quand. C'est marqué dans le contrat, on peut être envoyé même sans raison du jour au lendemain. Donc l'assurance, on l'a à travers le travail. Et si on perd le travail, du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'assurance médicale. Donc il faut faire très attention à ça. Et oui, pour la fiscalité, donc 30-40% d'impôt sur le revenu à peu près. Il y en a pas mal qu'on peut enlever directement en mettant directement dans des comptes d'épargne spéciaux de retraite. Il y a des noms bizarres, mais voilà, on peut faire ça. Et du coup, tout ce qui est mis dans ces comptes de retraite, les impôts c'est pas taxé en fait, vu que vous ne le touchez jamais. C'est directement mis dans ces comptes d'épargne. Et si vous le retirez avant l'âge de la retraite, on paye beaucoup d'impôts dessus. Et après l'âge de la retraite, des impôts normaux, comme si c'était un revenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous, on s'est pas mal renseigné par rapport aux problématiques des papiers. On va pas se cacher, je pense que ça t'a quand même vachement aidé de te marier là-bas. Est-ce que tu t'es déjà dit, je me suis retrouvé dans telle situation et si j'étais pas marié, ça m'aurait bien embêté? Ah oui, tout à fait. Donc, ma femme, elle est postdoc, donc à l'université, elle bosse pour une université. Si vous êtes étudiant ou postdoc ou chercheur, toutes les universités, en fait, elles n'ont pas de limite sur le nombre de visas. Donc, une fois qu'ils veulent vous embaucher, ils peuvent faire les papiers n'importe quand. Si on postule normalement, genre avec le H1B, même si c'est très dur de l'avoir aujourd'hui, il y a des dates précises déjà pour appliquer tout ça. Et puis, il y a des quotas de limite. Et comme les quotas, on les explose, c'est pour ça qu'ensuite, il y a un tirage au sort qui se passe derrière. Et ces quotas réduisent chaque année, merci à l'administration actuelle. Seconde question, est-ce que tu peux simplement nous rappeler la durée de vie de chacun des statuts, des visas, s'il te plaît? Oui. Donc, ces 3 premiers visas, plus le L1 que j'ai mentionné, le visa de transfert d'entreprise, ça a une durée max de 5 ans. Suite à quoi, on peut changer de type de visa. Donc si, par exemple, on commence avec un visa d'étudiant, style un visa
J ou un visa F. Après ces 5 ans, tu peux avoir le H1, sachant que les universités n'ont pas de quota de visa, donc ils peuvent facilement te l'avoir ensuite, et tu peux rester sur place. Dernier point sur les visas, c'est que après, disons, un visa étudiant ou un visa travailleur, le H1, on peut ensuite demander la green card. C'est plus facile comme ça. Moi, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est directement demander la green card à mon employeur, hein, parce que s'ils sont d'accord et que mon dossier il est bien fait, je vais l'avoir, c'est sûr. Ceci dit, c'est un processus qui dure assez longtemps et il faut que la boîte soit super impliquée parce que s'ils s'en foutent, eh ben, votre dossier peut durer des années et des années. Parce qu'il faut des échanges avec le gouvernement français, avec le gouvernement américain, il y a plusieurs allers-retours. Mais c'est pour moi la solution la plus facile pour rester sur place ensuite. Ok, j'ai 2 dernières questions. Si demain, désolé, mais tu n'es plus avec ta femme, est-ce que tu as un blocage quelque part ou pas? Oui, je devrais repartir. Sauf si tu as la green card. C'est ça. Ok. Donc je suis très gentil avec ma femme. Ok, bon bah c'est bon, nickel. Merci. J'ai une petite question. Vous avez fait votre alternance du coup en France. Oui. Mais pour quelle raison vous avez décidé de partir travailler aux États-Unis? Bah, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Paris. Le stress, la pollution, les gens qui sont pas tous sympas, la météo pourrie. Donc je me suis dit, je veux du soleil. Je veux tenter l'Amérique. Donc c'est pas forcément mieux que rester ici, c'est différent. C'est différent. Mais je pense qu'au final, quand on apprend à vivre avec des gens et des mentalités différentes et des manières de travailler différentes, ça apporte quelque chose parce qu'on a un peu plus de recul, on a différentes manières d'aborder des problèmes humains ou techniques. Et de toutes les façons, au final, je pense qu'au niveau carrière, c'est génial sur votre CV si vous marquez que vous avez quelques années aux États-Unis. Il y a beaucoup de boîtes qui voudront vous embaucher, peu importe où vous allez. Ensuite, c'est toujours dans l'optique de si vous voulez travailler pour une boîte, vous pouvez aussi créer la vôtre. Et justement, vous dites que vous avez des méthodes, des manières de travailler qui sont différentes. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des différences entre les méthodes que vous avez eues en France et celles que vous avez maintenant aux États-Unis? Alors aux États-Unis, les mentalités de travail, c'est qu'il faut être super efficace, il faut que ça aille vite, il faut que ça pulse. Donc c'est bien, mais pas pour tout. Je pense que c'est bien aussi de prendre un peu plus de temps, de penser avant de se lancer, pour rester poli. Et d'un point de vue technique, je sais que vous avez... Alors moi, je ne suis pas la plus technique du monde, je ne suis même pas du tout. Je sais que vous avez... du coup, sur une équipe de développeurs, vous allez être amené à relire le code du coup, d'une autre personne. Du coup, est-ce que vous utilisez aussi les mêmes méthodes agiles? Est-ce que vous êtes on est sur le même état d'esprit à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une cohésion d'équipe? Est-ce que c'est plutôt individuel? Comment ça marche? Alors oui, ça, pour les méthodes, c'est comme en France, hein, de l'agile ou des versions d'agile. Dans ma boîte, c'est une grosse boîte, donc... ils disent qu'ils font de l'agile, mais en fait, c'est plutôt pas vraiment de l'agile. Ils planifient en avance les dates de release. Hein. Donc, on essaye de tenir la cadence. Et puis, si jamais il y a besoin vraiment de plus de temps, bah, on repousse. Quoi. On dit vraiment, vous abusez, il nous faut vraiment plus de temps. Mais on le fait toujours en communiquant très poliment. Est-ce que vous avez des questions? Et concernant la langue, moi par exemple, je suis totalement bancal en anglais. Est-ce que ça va me mettre des grosses barrières ou pas? Alors je dirais que tu as besoin d'une base. Tu n'as pas besoin de l'accent, mais il faut savoir comprendre un minimum et se faire comprendre. Moi, j'essaye de faire l'effort de faire l'accent, mais quand je suis fatigué, je le perds totalement. Quoi. Il fait comme ça. Moi j'ai 2 questions. C'est concernant votre niveau avant de partir aux États-Unis. Est-ce que vous avez un bon niveau, un niveau normal? Et est-ce que le niveau là-bas est plus élevé qu'en France? Et concernant le rythme de travail, est-ce que c'est un rythme assez soutenu ou est-ce que c'est un rythme correct, normal? Alors très, très bonne question. Ouais. Alors la majorité des très grosses boîtes, style Google, Facebook et consorts, donc les géants de la tech,
c'est du travail d'acharné. Tu vas être poussé à faire du 90 heures par semaine par des gens qui te mettent la pression. Il y a la bouffe gratuite, donc souvent tu déjeunes sur le campus, même tu vas dîner sur le campus, voire tu restes le soir, jusqu'à 22 heures ou plus. Donc ça, c'est la mentalité des grosses boîtes. Là où je suis, j'ai eu vraiment de la chance, mais c'était le pur hasard, où les gens sont assez cool, le rythme est voilà, tranquille, mais il faut quand même que ça avance, quoi. Mais je peux, tu vois, c'est flexible. Ça dépend de la boîte. Comme toute boîte, il y a des politiques différentes, il y a des gens qui sont plus sympas et des gens qui sont un peu plus, à mettre la discipline et à mettre un peu plus la pression. Ensuite, le début de ta question, c'était C'était concernant le niveau. Quel niveau vous aviez quand vous êtes parti? Moi, je dirais que j'ai un niveau correct, sans plus. Je ne me considère pas comme un gros crack. Je pense que j'ai plus d'atouts côté communicatif, voilà. Ensuite, pour les entretiens, donc pour toutes les grosses boîtes de la tech, alors là, les entretiens, c'est très spécifique, on peut tout trouver en ligne, mais voilà, les grosses boîtes de la tech, ils vont te questionner à mort en tout ce qui est algorithmique et structure de données, et pour finir, les designs de systèmes, genre comment tu designs, je sais pas, comment tu designs l'architecture technique pour faire un Twitter, par exemple, sans que ça tombe. Donc il y a tout un tas de trucs que tu peux trouver en ligne, très très intéressants. En fait, ça, tu le révises pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour passer les entretiens dans ces grosses boîtes de la tech. Ensuite, moi, je suis là où je me trouve aujourd'hui pour ce poste. Comme c'est du JS et que c'est une librairie, on m'a pas demandé des questions trop dures, donc quelques questions de design pattern, quelques algorithmes, hein, et puis c'est tout. Et juste avant l'ETNA, qu'est-ce que vous faisiez? Avant l'ETNA, j'étais technicien informatique et je me suis mis à coder parce que être technicien pendant plusieurs années, on s'ennuie assez vite. Et du coup, j'ai montré quelques petits projets que j'avais faits, quelques cours en ligne que j'avais complétés, et puis j'ai réussi à convaincre monsieur, je ne me rappelle plus son nom. Non. C'était un ancien de l'Epitech qui faisait les entretiens de l'ETNA. Non. Enfin bref. Ah oui. Stéphane. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin bref, voilà, j'ai juste montré ce que j'avais fait, que j'étais super motivé, et lui s'inquiétait parce que j'étais un peu déjà âgé, tout ça, et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai de l'expérience de travail, je sais comment passer les entretiens, comment convaincre, et faire des belles lettres de motivation, tout ça. Et voilà, je suis rentré en NA3. Bon, je ne vais pas te cacher, c'était dur, c'était très dur. Première année, j'ai gratté à mort, hein. Puis après ça allait mieux. Je me suis rendu compte qu'en quelques mois, en étant super motivé, j'ai rattrapé le niveau des autres qui avaient déjà fait une licence ou autre. Question, vous vous attendez? Oui, non, mais je peux être sûre, hein, parce que ça semblait très... ça faisait très gym suédoise. Alors bonjour et merci pour votre intervention aujourd'hui. Déjà, nous, à ce moment-là, on est à la recherche d'une alternance. Du coup, on aimerait savoir, pendant votre parcours à l'ETNA, ce que vous avez fait comme alternance, comment vous avez réussi à les décrocher pour après arriver aux States, vu que ça, pour nous, ça sera, on va dire, dans 3 ou 4 ans. Alors, et merci d'avance pour vos réponses. Donc les alternances à l'ETNA, je ne vais pas vous mentir, j'en ai chié. Pour les trouver, ensuite celles que j'ai trouvées et ceux qui m'ont retenu, il y en a plusieurs, je pensais, qui étaient vraiment bien par rapport à ce qu'ils vendaient, mais en fait, c'était pas top, voire pas top du tout. Donc la première année, je suis allé dans une agence web qui fait principalement du PHP. On m'avait fait miroiter entre guillemets du Symfony, sauf que j'ai hérité d'un vieux projet Legacy avec un CMS custom. Enfin, voilà, vous comprenez ma douleur. Ensuite, j'en avais eu marre parce que voilà, la direction n'était pas très sympathique, bien que je me sois fait un ami développeur là-bas. Donc j'ai essayé de changer, je me suis dit je vais tenter les startups, et je ne m'y connaissais pas trop.
Donc j'ai fait 2 startups qui étaient vraiment assez anarchiques, c'était un peu le bazar, honnêtement. Donc première startup 1 mois, deuxième startup 1 mois. Entre deux, j'ai dû payer un petit peu l'école pour survivre, donc très chaud financièrement aussi. Et je suis entré dans une autre boîte de service parce que j'ai rencontré un CTO super sympa. Je m'attendais à rien, la boîte était une grosse boîte très corporate, très voilà, boîte à viande, pour être gentil. Et le CTO était super sympa, voilà, on a connecté et j'avais fait de l'AngularJS là-bas avec lui pendant 1 an. Et ensuite, la dernière année, je l'ai rejoint quand il a créé sa propre boîte. On a continué à faire de l'AngularJS. Et ça, c'était mes meilleures alternances que j'ai pu trouver. Donc il y a un coup de chance, il y a un coup de niveau, mais je pense que c'est surtout beaucoup de chance parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas trop d'expérience en entreprise, ils vendent souvent des choses qui sont assez fausses. Ou bien qui sont vraies, mais qui sont mal gérées ou qui ne sont pas sympas, pas humains avec les développeurs. Et la dernière partie donc, que tu demandes, pour les États-Unis, c'est ça ? J'ai dit, c'est après avoir fait vos alternances que vous avez acquis de l'expérience qui vous a permis d'envisager d'aller aux États-Unis, d'avoir votre propre bagage ici en France pour pouvoir partir aux États-Unis. Alors moi je pense que c'est pas réellement les années d'expérience qui comptent. Je pense que c'est plutôt ton intérêt et ta motivation. Tu peux monter très très vite en niveau. Je sais qu'il y a pas mal de périodes où j'aurais pu bosser plus sérieux, je ne l'ai pas fait. Il y en a d'autres où j'étais super sérieux et j'ai vu vraiment la différence. Il y a des fois on se dit c'est vachement dur, j'y arriverai jamais, mais au final la motivation joue énormément. S'accrocher vraiment comme un gros malade. Et puis voilà, passer ses UV, pas juste pour les passer, mais pour apprendre, voilà, assurer un mort. En quelques semaines, on peut apprendre une nouvelle techno tout seul. Et ensuite, pour aller aux États-Unis, tu n'as pas besoin de faire un énorme cursus. Tu as juste besoin d'avoir un niveau correct, réviser pour les entretiens, comme j'ai précisé. Et puis, oui, ensuite, la question de visa, ouais, ça c'est un peu plus long. Il faut planifier en avance. Si tu as de la chance de trouver une copine ou un copain étudiant qui va là-bas, c'est plus simple. Voilà. C'est vrai qu'être marié et avoir quelqu'un qui soit étudiant, c'est beaucoup plus facile pour immigrer là-bas. Bonjour. Moi, ma question, en fait, c'est comment s'est passé en fait ton entretien dans ta boîte aux États-Unis ? Quels sont en fait ce qui t'a permis en fait pour toi pendant l'entretien, ce qui t'a permis en fait de décrocher en fait l'emploi ? Donc très bonne question. Donc ça faisait plusieurs mois que je cherchais du travail sur place. Donc comme moi c'est pas moi qui avais le travail, c'était ma copine, enfin ma femme. Du coup au début tu dois demander une autorisation de travail, ça prend genre 6 mois. Et ensuite, après ces 6 mois, une fois que tu as le papier, tu peux commencer à chercher du travail, hein, parce que les boîtes te demandent le papier direct. Et les tests qu'ils m'ont fait, grosso modo, c'était des tests purs JavaScript. Il y avait des petits tests de logique assez simples. Et une grosse question, un design pattern qu'ils m'ont demandé de réimplémenter, c'était le design pattern observable. Donc ça, c'est utilisé partout en JS. C'est le design pattern de l'observer et l'observable. Donc c'est-à-dire grosso modo que tu vas enregistrer des fonctions et ensuite quand tu rappelles ton objet avec un mot-clé, ça va exécuter la fonction dans un certain scope. Et ça c'est utilisé partout en JS par exemple pour dans ton navigateur disons. Tu sais, tu peux utiliser des événements genre on window resize, on alert. En JS ça marche beaucoup comme ça. Donc c'était ça la grosse question, voilà. Réimplémenter les observables en JS. Donc pour la plupart des entretiens aux États-Unis, donc c'est très souvent en fait des tests qu'on passe, des tests techniques. Oui, humainement faut assurer un minimum, mais ensuite c'est surtout basé sur le technique. Et puis exactement comme en France, tu peux tomber sur tout type de questions. Donc des fois il y a des candidatures, je les ai complètement foirées parce que
soit tu sais répondre, soit tu sais pas. Ils cherchent pas à faire dans le détail, ça tranche tout de suite. Merci. Alors, je vais avoir deux questions, une concernant l'âge et une concernant une concernant les mentalités. Tu dis que tu étais un peu âgé quand tu as commencé l'ETNA. À quel âge tu as commencé l'ETNA? À quel âge tu es parti aux USA? Et est-ce que tu penses qu'il y a une limite pour aller aux USA, une limite d'âge? Alors je pense que la seule limite que tu as, c'est celle que tu te fixes dans ta tête ou celle que tu crois. J'ai eu vraiment un parcours très tumultueux scolairement avant. J'ai commencé l'ETNA vers 28-29 ans. J'ai fini vers 32-33. Et là aujourd'hui j'ai 35. Je pense vraiment pas qu'il y a de limite. C'est vraiment ta motivation, ce que tu veux. Si tu te dis que tu es trop vieux, tu t'es limité. Et une autre concernant les mentalités au niveau au niveau des évolutions des postes. Apparemment, c'est assez différent. En France, ce que j'ai entendu dire, on peut plus facilement monter dès qu'on montre qu'on est motivé. Est-ce que tu as vraiment ressenti ça aux États-Unis? Alors, dans mon entreprise, c'est une grosse boîte, donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui attendent des promotions. Mais je pense que c'est surtout la taille de la structure en fait et la mentalité. Si tu vas dans une petite ou une moyenne boîte, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'être promu. Ensuite, ça dépend si tu veux continuer à faire une carrière en tant qu'employé. Moi, j'ai choisi mon chemin. Là, je suis en train de lancer ma boîte. Bon courage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Est-ce qu'au niveau du diplôme de l'ETNA, tu as dû faire des démarches comme le traduire par exemple? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'organismes qui traduisaient les diplômes pour que ça soit reconnu un petit peu aux États-Unis, etc. Alors, j'ai pas eu à le faire traduire. Ils m'ont juste demandé tous mes papiers que j'ai envoyés en ligne. Et voilà, c'est tout. C'était bon. Ils voulaient juste quelqu'un qui a un master, peu importe. Et du moment que tu passes les entretiens techniques, c'est bon. Ok, d'accord. Et au niveau donc ça c'est une autre question, le visa J1, du coup donc c'est un visa étudiant, donc par exemple on trouve une université et avec ce visa donc on demande le permis de travail et là on peut travailler avec ce visa là du coup. Je me suis peut-être mal exprimé. Les visas J et F, ouais, ce sont des visas étudiants, c'est pas pour travailler. Okay. Donc si par exemple tu es dans un programme d'échange, en tant qu'étudiant tu vas avoir un J. Si tu es postdoc ou chercheur, tu vas avoir un... non, pardon, l'inverse. F, c'est étudiant, et J, c'est postdoc et chercheur. Et du coup, donc après, on demande un permis de travail pour pouvoir rester et travailler là-bas, c'est ça? Alors, si tu commences avec ces visas étudiants, ensuite, pour travailler, il faut enchaîner sur un H1B. Okay. Les universités peuvent t'en donner quand ils veulent. Ok, d'accord. Ils n'ont pas de limite, eux. Mais du coup, il faut décrocher le diplôme là-bas pour pouvoir avoir ce... Pas forcément, non. Tu peux avoir ton diplôme ici, étudier un peu là-bas. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens, en fait. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent pour juste faire leur master, et ensuite ils bossent. Comme ça leur revient pas trop cher, parce que là-bas, l'université, franchement, c'est la ruine totale. Vous n'avez pas idée, genre... je sais pas, les gens qui sortent après 5 ans d'université, en moyenne... ils ont des crédits de 100 000, avec des taux d'intérêt, je vous en parle même pas. Donc il y en a beaucoup qui croulent sous des dettes monumentales, et c'est que de l'apparence, quoi. Pareil pour les gens, il y en a beaucoup qui ont des super bagnoles, tout ça, mais en fait ils vivent à crédit, et puis un jour ou l'autre, la pierre qui est sur leur dos va leur faire très mal, quoi. Ok, d'accord. Il n'y avait pas question aussi d'un visa touriste? On m'a déjà parlé d'un visa touriste. Oui, ça c'est le visa B. Mais sur le visa de touriste, tu peux pas travailler, évidemment. Exactement. Je pense que... Non, je vais pas te dire de bêtises. Je sais pas combien de temps il est valide. Si tu es européen, tu peux avoir ce qu'on appelle un ESTA, E-S-T-A. C'est un visa de touriste rapide. Il y a des accords entre la France et les États-Unis. Et tu payes genre 30 € en ligne et tu peux aller aux États-Unis jusqu'à 3 mois. Donc ça t'évite de faire la queue à l'ambassade pendant des heures. Voilà.
Ouais, moi, je voulais poser ma question en dernier parce que ma question m'a un peu s'écarter du sujet de ton parcours, etc. Quand on regarde en France l'actualité internationale et notamment l'actualité aux États-Unis, le regard qui est en tout cas construit par les médias en France par rapport à Donald Trump, il est assez mitigé. C'est-à-dire que le mec est soit pas crédible, soit il fait peur, soit il inquiète, etc. Moi, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe aux États-Unis, quel regard les Américains ont sur leur président, et notamment au regard de l'actualité récente avec les tensions avec l'Iran, etc. Comment ça se passe là-bas, comment il est perçu, quoi. Alors, tous les États-Unis, je pourrais pas te répondre. Dans mon petit bled en Californie, et en Californie en général, les gens ont des mentalités assez avancées. Et du coup, ils le perçoivent assez mal. Ensuite, par rapport à l'actualité, oui, c'est vrai que ça fait peur, ça choque, tout ça. Là, j'ai des amis en France qui m'ont dit tu vas retourner là-bas, tu vas recevoir une nuque sur la tête. Donc, je sais pas, ouais. Un peu, on va dire un peu comme n'importe quel président un peu fou ou un peu dictateur. Voilà, il faut être patient. On peut pas réellement changer les choses. Et puis, je pense que malgré le fait qu'ils mettent beaucoup d'huile sur le feu, c'est surtout beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actions concrètes. Alors, du coup, j'ai 2 dernières questions. Après, du coup, on va pouvoir mettre fin à ce témoignage. Est-ce que vous savez si LogMeIn, la société dans laquelle vous êtes actuellement, sera amenée à recruter d'ici notamment 1 ou 2 ans? Je pense au M1 et au M2 qui regarderont la vidéo ultérieurement. Alors oui, LogMeIn recrute tout le temps. Le meilleur moyen de trouver les jobs, c'est directement sur le site de la boîte. Il n'est pas parfait, mais il marche. Donc, il y a beaucoup de jobs en natif pour tout ce qui est C++, parce qu'on a beaucoup de clients natifs Windows, Mac. On a aussi des applis mobiles. Et ensuite, la division web dont je fais partie. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous commencez à planifier, par exemple, aller là-bas, si vous voulez tenter l'aventure également, c'est postuler, par exemple, pour des jobs qui sont dans les bureaux d'Allemagne. Donc, on a 2 bureaux en Allemagne. Hein. Donc, vous faites 1 an ou 2 là-bas, puis vous demandez un transfert. Ou vous pouvez faire la même chose aussi, on a un bureau en Angleterre. Hein. Donc, si vous êtes européen, vous pouvez aller bosser là-bas. Et ensuite, pareil, demander le transfert. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de... C'est une entreprise très très internationale. Dans mon bureau, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Allemands. Donc j'ai commencé à apprendre un peu l'allemand. Et oui, franchement, il y a pas mal d'entreprises de taille moyenne, grande, qui valent le coup, je pense, pour un début, vu que c'est stable. Hein. Donc cherchez ça en Europe. Voyez s'ils ont des bureaux à travers le monde, où vous voulez aller, peu importe, que ce soit l'Australie. Bon, ça brûle un peu l'Australie. On va éviter. Et du coup, voilà, demander un transfert. Et ça, c'est la voie, je pense, la plus facile, pour les États-Unis en tout cas. Et dernièrement, j'avais un seul collègue français qui m'a abandonné, le lâche. Et il est parti au Canada. Donc il s'est fait transférer dans un autre bureau, voilà, au Canada. Parce que les Canadiens, ils sont trop sympas, il y a du sirop durable partout. Et voilà. Mais il fait froid. Est-ce que vous voulez rebondir? Allez-y, je vous laisse rebondir. Tu nous as beaucoup parlé de ton expérience et du métier de développeur, en règle générale aux US. Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont pas mal démocratisés, comme product owner, product manager, tout ce qui est dans la gestion de produits, responsable d'équipe, tout ça? C'est pareil ou pas? Oui, bien sûr. Après, il y a moins d'emplois dans ces domaines-là. Et dans les grosses boîtes, comme il y a beaucoup de gens qui attendent leur promotion, voilà, il faut plutôt viser les startups ou les boîtes de taille moyenne. Ok, merci. Eh bien, merci à tous. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup. On peut l'applaudir et puis merci. Eh bien, merci d'avoir été attentif. Du coup, vous pouvez retourner à l'ETNA.